Bonjour à tous, donc on se retrouve pour cette seconde partie du cours sur le duc valois de Bourgogne. Donc ce coup-ci, nous allons reprendre où nous nous étions arrêtés, donc à la mort de Jean sans Peur, assassiné à Montreux en 1419 par les hommes d'armes de Charles, futur Charles VII de France. Et nous allons donc reprendre au moment où Philippe dit le Bon devient duc de Bourgogne en 1419. Donc qu'est-ce qui se passe? On a un Philippe le Bon qui prend le pouvoir en 1419, donc on a son armoirie à droite. Donc armoirie composée toujours par le symbole de la famille, donc la Touraine, même s'ils n'ont pas le territoire, je le répète. La Flandre au centre, la Bourgogne, et le Brabant et le Limbourg. Donc le Brabant c'est le lion d'or lampassé et armé de gueules sous fond de sable, et le Limbourg c'est l'autre lion, donc en rouge. Donc 1419 il devient un duc, et là il doit venger son père. Il rentre dans un esprit de vengeance. Son père a été assassiné de façon froide et de façon injuste, donc il doit le venger. Donc il fait une alliance avec les Anglais. C'est à ce moment-là qu'il devient. C'est un peu ce chemin-là qu'on oublie un petit peu parce que j'entends très souvent Bourguignon égale traître, alors qu'il y a comme une étape entre les deux. Et on aboutit au traité de Troyes en 1420. Alors qu'est-ce que c'est que ce traité de Troyes? Le traité de Troyes, il est signé entre le roi de France Charles VI et le roi d'Angleterre Henri V, dont l'image est là à gauche. Qu'est-ce qui se passe par ce traité? Traité très important. Pourquoi? Parce que, entre autres, on va dire que Charles, le fils de Charles VI, donc le Charles, futur Charles VII, est quelqu'un qui ne peut plus hériter. On l'écarte de l'héritage. Henri V va épouser la fille de Charles VI, et par ce mariage devient fils de Charles VI, et donc il va pouvoir hériter du royaume de France. Voilà pourquoi la loi salique c'est un beau prétexte et que ça marche pas tellement. Donc là on voit très bien sur la première lettre qui est absolument magnifique, la couronne avec les fleurs de lys sur la barre et sur l'arc de cercle le blason des rois d'Angleterre. Absolument magnifique document. On voit très bien aussi les mots item pour marquer des points. Donc ensuite, on va avoir donc ce traité et on va avoir un petit problème. C'est-à-dire que Henri VI va avoir comme fils, Henri V va avoir comme fils Henri VI, il faut que je le mette dans le bon sens, qui va avoir ce blason. Donc on a d'abord le blason des rois d'Angleterre, donc avec les fameux trois léopards de chaque côté. Donc c'est léopards, c'est de gueule à trois léopards d'or lampassés et armés d'azur, avec les fleurs de lys, et encore, vu qu'il est deux fois la famille de rois de France, les fleurs de lys à gauche. Alors on a un problème, c'est que Charles VI, qui est fou par intermittence, on le rappelle, meurt en 1422, assez après 42 ans de règne, si je ne dis pas de bêtises, meurt vachement vieux. Et le problème, c'est que Henri VI va mourir la même année, juste après les fameux deux rois d'Angleterre de France qu'on oublie même sur la page Wikipédia. Et il laisse le royaume à qui? À Henri VI, qui est mineur et qui a moins de 5 ans à ce moment-là, donc qui est extrêmement jeune. Ça pose un problème. Ça relance la guerre de 100 ans. La guerre de 100 ans, souvent, c'est on se fait la guerre, on fait une pause, il y a une bêtise qui est faite par quelqu'un ou alors un événement inattendu, on remet des sous dans la machine, c'est reparti pour un tour. Et bien là, c'est encore le cas. Et qu'est-ce qu'on va avoir notamment? On va avoir une certaine Jeanne d'Arc qui, dans la France découpée en deux, donc c'est célèbre la carte, est partagée entre suivre les rois d'Angleterre qui sont devenus rois de France, ou suivre le fils de Charles VI, donc le futur Charles VII, est resté légitime à 6200. C'est à peu près à ce moment-là que on va dire, le sentiment national français naît. Voilà. Alors faut pas non plus voir le même sentiment national que maintenant, c'est pas tout à fait la même chose, mais quand même. Alors aussi un truc qu'il faut éviter, ça j'ai aussi entendu, mais c'est une bêtise, de dire que la France aurait été annexée par l'Angleterre. Non, l'Angleterre reste l'Angleterre, la France reste la France. Les territoires, c'est pas parce qu'on est par exemple duc de Bourgogne, duc de Flandre, que la Flandre devient la Bourgogne. Non, c'est deux territoires séparés. Et comme la France est le territoire le plus riche et plus peuplé, si les rois d'Angleterre s'étaient maintenus, il est très probable que le roi d'Angleterre serait d'abord roi de France et un peu roi d'Angleterre dans un coin. Voilà. Comme ça c'est fait
dessinés plus tard quand ils étaient aussi électeurs du Saint-Empire. Ça, c'est un truc qu'il faut enlever parce que je l'ai vu et entendu plusieurs fois et ça résulte d'une incompréhension. Donc, on arrive à Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, elle est quand même connue, hein. Vous la connaissez tous, vous l'avez déjà tous entendu, vu, voilà, utilisée par tel ou tel parti politique, hein. Donc là, je vous ai mis une image, la seule image d'époque. Donc ça, c'est dans un carnet. Quelqu'un a griffonné. C'est quelqu'un à Paris qui a griffonné ça pendant son procès. Et on la voit représentée donc guerrière, femme, et avec la banderole où il y a marqué Jésus. Donc ça, c'est les 3 lettres. Là, c'est pour dire c'est Jésus. Donc il y a quand même quelque chose. Donc qui est cette Jeanne d'Arc? Alors déjà, elle vient pas d'Arc, elle vient de Domrémy, donc à côté d'Arc. Ouais, c'est du pinaillage, vous allez me dire. Et elle est plutôt dans un village pro-Armagnac. Donc on revient pro-Bourguignon, pro-Armagnac. Et elle considère que le duc de Bourgogne a fait de la Moïse en tuant le sang de France, donc Louis d'Orléans, c'est n'importe quoi. Ouais, clairement elle y attend. Et donc il y a tout cet épisode où elle aurait entendu des voix de Dieu ou d'anges lui dire d'aller foutre les Anglais dehors. Mais il faut revenir dans le contexte, c'est-à-dire que elle est pas, c'est pas original, hein. Le fameux Charles, futur Charles VII, a eu beaucoup de personnes qui sont passées par son château en lui disant oh, tu redeviendras roi de France. Il y avait beaucoup de devins. Mais là où elle est un peu exceptionnelle, c'est qu'au lieu de dire c'est toi Charles qui reprendra le royaume, elle dit non, je vais aller chercher pour toi. Donc déjà, il y a aussi ça. Mais aussi le problème, il y a aussi toute la légende qui va suivre, hein. Donc il faut faire la part du vrai et du faux, hein. On a par exemple cet épisode célèbre où la première fois elle va voir le roi apprenant qu'il y a une personne qui vient le voir, se fait passer pour un de ses serviteurs et met quelqu'un à sa place avec une couronne. Et elle le reconnaît directement dans la foule sans se tromper. Bref, c'est un peu abracadabrantesque, mais ça fait partie de la légende. À l'époque, elle n'est pas considérée vraiment comme vraiment élue de Dieu, hein. Elle sera canonisée qu'au XXe siècle, hein. Faut pas dire Sainte Jeanne d'Arc à ce moment-là encore. Et donc elle fait ses fameuses victoires. Donc d'abord Orléans en 1429, Reims la même année, le 17 juillet 1429, où le roi est sacré roi de France. Charles devient Charles VII, donc avec tout le symbole et tout de ce qu'il faut se faire sacrer à Reims. Donc on a 2 rois en France, hein. On a Henri VI et Charles VII, ce qui est problématique. Et en fait, elle va continuer. À ce moment-là, il y a des négociations qui sont un peu avec le roi d'Angleterre et la partie Bourguignon, et Charles VII lui dit calme-toi. Et elle se calme pas, elle va continuer, jusqu'à se faire capturer en 1430 par les Bourguignons. Donc quand elle se fait capturer en 1430, faut pas imaginer que tout de suite on la brûle. Hein, ça prend du temps. Déjà les Bourguignons ils sont pas pour la brûler, ils la mettent dans un château, donc dans une prison dorée, avec une vieille tante du duc de Bourgogne, qui est un peu mystique aussi, et apparemment ça se passe très bien entre les 2 femmes. Sauf que les Anglais ils insistent, parce que c'est un symbole. Et en 1431, elle est livrée aux Anglais pour pas beaucoup d'argent en plus, hein. Je sais plus la somme exacte en tête, mais c'est pas une somme énorme. Les Bourguignons la livrent aux Anglais, et il y a un procès qui se fait à Paris. Donc certes, c'est un procès instrumentalisé, mais non, on la crame pas encore tout de suite. Donc la fameuse image, elle date de ce procès. C'est-à-dire qu'on va lui poser des questions, savoir la nature des personnes. Et c'est quelqu'un qui a un peu une culture, hein, développée, parce que le moins d'image de paysanne qu'on se fait des fois, hein. C'était pas non plus une paysanne, c'était plutôt une notable quand même, enfin c'était pas un paysan de base. Et en fait, elle va même avoir de trait d'humour, hein, quand on va lui demander si l'ange est habillé, elle va répondre vous croyez que Dieu n'a pas les moyens d'habiller ses anges, pour savoir si elle est un peu hérétique. Et donc, on va la condamner un peu à de la prison. On va pas la brûler. Sauf qu'il y a un problème. C'est que suite à des péripéties, alors on sait pas trop si quelqu'un a voulu la violer ou si c'est elle qui a voulu repartir, elle va se rhabiller en âme. Elle va revenir donc sur une partie de ses paroles et de ses promesses, donc elle va être ce qu'on appelle relapse. Alors relapse c'est terrible. Pourquoi c'est terrible? Parce que c'est retomber dans l'erreur, et ça par contre, ça ne pardonne pas. Retomber dans l'erreur, c'est quasiment le bûcher, pas toujours, mais souvent le bûcher. Faut pas imaginer que l'Inquisition crame tout, mais là, dans ce cas-là, elle a été cramée, surtout que les Anglais ont bien insisté, et donc elle a été brûlée vive. Donc brûler vive, déjà c'est terrible, parce qu'on brûle des gens, mais des fois on les brûle après qu'ils soient morts, ça arrive aussi. Mais là c'est terrible comme chose, hein. Ça met la preuve de sépulture, ce genre de choses. Donc elle est cramée en 1431. Elle sera réhabilitée assez vite, hein, dans les décennies qui suivent. Il y a sa mère et le roi de France qui va finalement un petit peu aider.
à la faire réhabiliter, au moins la faire dire que non, elle n'était pas contrôlée par le diable. Et comme je l'ai dit, elle ne sera pas béatifiée et sanctifiée avant la fin du 19e et début 20e siècle. Hein. C'est très très tardif, hein, Jeanne d'Arc. Déjà parce que les Anglais, ils sont plus dans l'église catholique à ce moment-là, ce qui aide beaucoup. T'as capturé. Et donc ensuite, on va revenir un peu sur la Bourgogne. Donc sur la grande principauté de Bourgogne. Donc là, faut pas imaginer ça sous Philippe le Bon, hein, c'est sous Charles le Téméraire, donc c'est un peu plus tardif. Mais toujours est-il que cette petite famille, Philippe le Hardi, qui était le fils vraiment à la fin le petit frère qui avait pas grand-chose, et ben ses descendants, Jean son père notamment, Philippe le Bon, je vais y arriver, ils arrivent à la tête d'un véritable grand ensemble territorial. Donc d'abord le duché de Bourgogne, première pairie du royaume, donc c'est important. Le comté de Flandre, pareil. On a 2-3 petits comtés à droite à gauche, mais ils sont un peu moins importants. Il va être comte de Nevers aussi, voilà. Comte de Bourgogne, ce qui va devenir la Franche-Comté. Ce qui rappelle aussi une méconnaissance de l'histoire de la part des Bourguignons et des Francs-Comtois qui se prennent la tronche, alors que c'est tous les deux des Bourguignons. Il va avoir le comté d'Artois, le duché de Brabant aussi, où il y a Bruxelles, qui est assez important, le comté d'Hollande, de Zélande, tout un tas de petites choses comme ça, qui sont séparées en deux endroits et redécoupés en deux, donc les États du Sud et les États du Nord. Selon l'endroit dont on parle de pays de par-deçà et de par-delà. Donc par-deçà, c'est le pays où on est. Donc par exemple, moi qui suis en Bourgogne, c'est le pays de par-deçà, ce serait la Bourgogne, et le pays de par-delà, ce serait le pays du Nord. Et ça peut être l'inverse. Et redécoupé en deux, comme j'ai dit, parce qu'il y a une partie comme le duché de Bourgogne qui est en France, et une partie comme le duché de Brabant qui est en Empire. Ça va jouer pour la suite. En 1430, qu'est-ce qui se passe? Il se passe deux choses. Déjà, il y a le troisième mariage de Philippe de Bon, qui se fait avec Isabelle de Portugal, qui est une personne qui est liée à la famille d'Angleterre. Oui, c'est pas logique, mais voilà. Donc, pour partie pro-Angleterre. Cette femme, c'est quelqu'un d'assez importante. Hein. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de très intelligente, vraiment quelqu'un qui a été un allié et un ennemi de Philippe le Bon incroyable. C'est-à-dire qu'elle savait mener son monde. Vraiment, c'est l'image de la femme au Moyen-Âge qui reste dans la tour en train de coudre trois fils ensemble. Faut l'abandonner. Hein. Une duchesse, c'est quand même quelqu'un qui a du pouvoir, qui a des responsabilités, qui peut s'imposer. Donc, qu'est-ce qui se passe le même moment? Donc, c'est mariage à Bruce. Il y a la création de l'ordre de la Toison d'Or. Donc ça, si vous êtes bourguignon, vous avez sûrement entendu parler, surtout si vous êtes à Dijon avec le centre commercial. Si vous êtes espagnol aussi, parce que c'est encore donné cette médaille. Donc qu'est-ce que c'est l'ordre de la Toison d'Or? Donc l'ordre de la Toison d'Or, on voit le collier autour du blason de Philippe le Bon. Donc c'est avec ça. Donc c'est repris du mythe de Jason et les Argonautes, mais c'est quand même des chevaliers chrétiens, faut pas oublier ça. Donc l'ordre de la Toison d'Or, c'est défendre les gens, les petites gens, se comporter. Voilà. Les blasons sont apportés à Sainte-Chapelle de Dijon, mais les chapitres se feront à différents endroits, donc à Dijon, Bruges, Gand, dans différentes villes. Et donc là, je vous mets deux exemples. Donc à gauche, c'est tiré de l'armorial équestre de la Toison d'Or, donc avec le duc de Bretagne, qu'on reconnaît avec son cimier en forme de cygne et son semé d'hermine, voilà. Faut pas que j'oublie, sinon je vais me faire tuer par les Bretons. Donc magnifique ouvrage, vraiment. Et à gauche, à droite, je vais y arriver, je vais m'arrêter 2 secondes sur Jacques Delalande. Qui est Jacques Delalande? C'est un petit noble, voilà, de la famille de Lalin, on peut pas trop chercher, mais qui a quand même son importance. Il y a un roman dessus que je suis en train de lire, un livre, une chronique, c'est les faits de Jacques Delalande. C'est en fait, il est raconté dedans, par exemple, que pour éviter un certain Lancelot du Lac, il va défendre un pont pendant 1 an qui mène à une île, à Chalon-sur-Saône. Et pendant 1 an, il va proposer des pas d'armes, donc en gros des espèces de micro-tournois, hein, si je veux très simplifier, à tous ceux qui passent, ou leur demander de l'argent, pendant 1 an. Voilà. Ça se fait pas mal et c'est vraiment dans la logique de l'héritage de tous les romans arthuriens. Donc voilà. Ensuite, on va passer. Alors voilà, j'avais oublié. C'est Philippot. Ça, c'est le gisant de Philippot.
Donc qui est Philippe Pau? Donc c'est quelqu'un qui est de la famille de la Roche de Pau, la Roche-Pau. Hein, c'est ce qui a donné le château de la Roche-Pau, justement, pas très loin d'Autun. Donc Philippe Pau, c'est quelqu'un de la Toison d'Or. Son grand-père était, qui est mort à plus de 90 ans, était aussi quelqu'un de la Toison d'Or. Et là, c'est une magnifique gisant qui était d'abord à Cîteaux, donc à côté de Dijon, et qui maintenant est au musée du Louvre, avec toutes ses couleurs et tout ça, qui est vraiment magnifique. Donc c'est pour ça que j'ai mis là, mais c'est aussi un chevalier de la Toison d'Or. Passons maintenant au Banquet du Faisan, donc quelques années plus tard, en 1454. Si je vous dis 1454, ça doit faire tilt. Parce qu'en 1453, il y a la chute de Constantinople. L'Empire romain s'effondre en 1454. Pas au 5e siècle, comme au 4e, 5e siècle, comme on aime bien dire. La fin de l'Empire romain, c'est 1453. C'est incroyable, c'est une nouvelle retentissante. Et Philippe le Bon va organiser le banquet dit des Faisans. Du Faisan. Donc il est fait à l'actuelle ville de Lille, qui est dans la province de Flandre, qui est une grande ville, où il va installer justement la Chambre des comptes de Bourgogne et de Flandre. Avant, elles étaient chacun de leur côté, mais là, regroupés à Lille. Et durant ce banquet, il va faire venir ses chevaliers pour prêter serment sur le Faisan. Donc c'est un truc extrêmement païen, mais dans un contexte chrétien, pour partir en croisade. Parce qu'il est le fils de quelqu'un qui a fait une croisade, il doit faire une croisade, et en plus, il y a de quoi faire. C'est pas la seule chose qu'il a fait pour appeler à la croisade, il y a aussi un pas d'armes qui s'est passé à côté entre Marsanais et Dijon, vers l'arbre de Charlemagne, dans ces années-là aussi, où ils appelaient à la croisade. Mais donc ce banquet des Faisans, donc il regroupe un certain nombre de personnes. Donc on voit à gauche le bon duc Philippe, qui danse avec la duchesse. On a la famille de Croix, qui est aussi une famille importante des États du Nord. Monsieur Jacques de Luxembourg, on a qui d'autre, le comte de Charolois. Donc ça c'est Charles le Téméraire, donc le fils du duc. On a le grand bâtard de Bourgogne. Donc le grand bâtard de Bourgogne, c'est Antoine de Bourgogne, qui est le fils illégitime du duc de Bourgogne. Bâtard qui n'est pas une insulte, surtout dans l'aristocratie, mais qui a quasiment un titre, hein, parce qu'on leur donne des prérogatives, des droits. Lui, il était chef militaire notamment. Donc Madame de Clèves, c'est une grande famille, Estampes, voilà, on va tous les faire. Mais cette croisade ne se fera jamais, mais il y a une préparation. À Dijon, sur le palais des États et des Ducs de Bourgogne, donc l'actuelle mairie, et aussi c'est aussi le musée des Beaux-Arts de Dijon. Il va finir ce qu'on appelle la tour de Philippe le Bon. Alors pourquoi cette photo comme ça? Parce que là c'est la statue de Philippe le Bon, donc dans le square des Ducs, ce qu'on appelle le square des Ducs, avec derrière la tour. Alors faut oublier l'espèce de truc gothique là, des fenêtres, c'est très joli mais c'est du 19e siècle, le toit était un peu plus haut, voilà, il y a 3 modifications, mais la photo est jolie, donc j'ai mise. Pareil pour le bâtiment à gauche, hein, le petit bout là c'est beaucoup plus tardif. Donc à quoi sert cette tour? Alors, pendant longtemps on a pensé que c'était une tour d'observation, que c'était une tour pour montrer son pouvoir, mais en fait c'est une tour pour observer les étoiles. Parce qu'il voulait partir au moment où les étoiles étaient favorables. Donc on a une tour d'observation comme ça à Dijon, qui est assez peu connue, mais qui est connue, mais je veux dire que sa fonction est assez peu connue. Mais il va jamais partir en croisade, parce qu'il y a toujours des affaires qui le remettent. Donc il y a la guerre de 100 ans qui va se finir dans ces années-là, avec le Philippe le Bon qui va revenir sous serment du roi de France, en faisant un texte magnifique où tu as Charles VII qui reconnaît qu'il a un petit peu merdé avec Jean sans Peur, avec l'affaire de Montreux, et Philippe le Bon qui va faire un texte en disant « J'ai prêté serment aux Anglais, mais je peux casser serment parce que je l'ai fait par vengeance, et que la vengeance n'est pas une valeur chrétienne, puisque le pardon est une valeur chrétienne, donc cet accord ne tient pas, et donc je suis de nouveau du côté du roi de France. » C'est pas, ce qu'on appelle la fin de la guerre de 100 ans, c'est pas un accord de paix définitif. Hein. La guerre de 100 ans, faut savoir qu'elle se finit sous Napoléon Ier. C'est à ce moment-là qu'il y a vraiment un texte qui est signé entre les deux pays pour dire on arrête définitivement. Je ne déconne pas. Donc c'est avec le traité de Pitigny, ce qu'on appelle la fin de la guerre, donc 1453. Donc entre le roi d'Angleterre et le roi de France. Le roi d'Angleterre qui est aussi un peu inclus en Angleterre avec ce qu'on appelle le début de la guerre des Deux Roses.
Là où ça va partir un petit peu plus en cacahuète, c'est avec Louis XI. D'abord Louis de France, Louis Dauphin de France, parce qu'il n'était pas encore adulte. Donc là, je vous ai mis des portraits, donc c'est du recueil d'Arras, qui est magnifique. On voit à gauche donc Louis XI. Je l'ai mis là parce qu'on le voit un peu plus jeune et surtout le portrait qu'on a conservé est vraiment, moi je trouve vraiment affreux. Et à droite, on a donc Philippe le Bon qui est âgé à ce moment-là et son fils Charles le Téméraire. Enfin, Charles le Téméraire, c'est un surnom qu'on lui donnera après sa mort pour le coup. Et qu'est-ce qui se passe? Au départ, ça se passe bien entre eux tous, hein, parce que Charles VII se fâche avec son fils, parce que Louis, qui est donc duc du Dauphinois, donc dans le sud de la France, va se marier sans le consentement de son frère à une certaine Charlotte de Savoie en 1451. Sans l'accord de son père. Donc son père va essayer de le récupérer, ça va faire un peu se bagarrer, et du coup il finit en Bourgogne sous la protection des Bourguignons. Alors les Bourguignons qui le protègent sans le protéger, parce que c'est un peu sans vouloir fixer le roi de France, quoi, en gros. Et donc ça se passe bien, Charles le Téméraire et le futur Louis XI vont... J'ai fait une faute de frappe dans mon diapo, je viens de voir, c'est pas grave. Vont être élevés ensemble. Et donc ça va partir en cacahuète, et ça j'expliquerai plus tard, avec donc dans la troisième partie, parce que ça fait déjà 20 minutes. Et donc ça sera la dernière vidéo sur les ducs valois de Bourgogne. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.